Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée C'est fait a été réalisée le 1er février 2021. Ce dont nous avons parlé à la fin de la journée d'hier m'a laissé beaucoup de choses en tête. Quelle chose? Eh bien, tu as expliqué l'emplacement, la taille, les vitesses, les distances et les temps, et pourtant, il reste encore beaucoup de doutes. En effet, au cours de tous ces mois où nous avons discuté, nous avons détruit tous les concepts de temps, d'espace, de réalité, de perception, en comprenant les projections, l'esprit étant de visions qui en découlent. Nous avons vu que tout ce que nous croyons au sujet du ciel et de la terre est un préjugé biologique. Mais maintenant, pour comprendre l'espace, nous nous basons sur des choses très physiques. Ton cœur existe-t-il? Et oui, bien sûr. En réalité, il n'existe pas. Ton cœur, comme chaque partie de ton corps, est vide à 99%. Ce 1% est de la matière qui, en réalité, due à l'accumulation d'énergie polarisée, qui se structure sous forme de cordes sur elle-même, vibrant. Autrement dit, la matière, ce 1%, n'est rien d'autre qu'une vibration intense. La polarité magnétique de cette énergie donne l'apparence de charges différentes qui se limitent entre elles, transformant les ondes en particules. Et c'est la pression entre elles qui donne la sensation d'une structure organique, flexible mais continue, qui constitue un tissu qui s'administre sous forme de cellules, formant un organe que tu appelles cœur. Mais ce que tu appelles cœur n'existe que dans la perception de ton cerveau. Et pourtant, il est là, battant, pompant le sang, te donnant la vie à chaque battement. Ça me casse la tête. Savoir que les choses en tant que telles n'existent pas n'enlève rien à ce qu'elles sont capables de faire. La combinaison de facteurs subtils, imperceptibles, donne lieu à la formation de merveilles. On pourrait dire qu'en termes de création, l'entropie n'est rien d'autre que le soutien de la syntropie. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot entropie vient des mots on, à l'intérieur, et tropos, rotation, ce qui signifie que les choses tournent sur elles-mêmes. Ce concept implique que, en raison de cette rotation inattendue, reflet déformé de soi-même, il y a confusion. En termes cosmiques, l'entropie est connue comme une caractéristique perpétuelle de l'univers, dans lequel tout tend vers le chaos. L'exemple le plus simple serait le suivant. Lorsque vous faites tomber un verre par terre, celui-ci se brise en morceaux et vous ne pourrez jamais le reconstituer tel qu'il était auparavant. Aucun verre cassé ne pourra redevenir un verre. Cette loi de l'entropie perpétuelle est l'une des lois de la thermodynamique qui, au XIXe siècle, a défini les mouvements de la physique pendant la révolution industrielle. Cependant, il existe une autre vision possible, la syntropie. Elle définit un mouvement conjoint d'unité sur soi-même qui produit de l'ordre. La biologie est un exemple clair de syntropie car les particules, les atomes et les molécules qui étaient dispersés et décomposés de manière chaotique dans l'espace s'assemblent pour former des organismes parfaits et équilibrés. Cela irait donc à l'encontre de l'idée que l'univers s'étend de manière chaotique vers le non-sens, vers le nihilisme, et au contraire, je dirais que l'univers s'étend en s'organisant de plus en plus à mesure qu'il s'éloigne. La vision thermodynamique de l'espace anthropique n'est qu'une limitation de la perception universelle, alors que celui-ci est si expansif, non seulement en 3 dimensions, mais en 9 dimensions, qu'il serait impossible de comprendre l'ordre parfait de son entropie syntropique. Cela devient de plus en plus étrange. C'est le Verseau. À quoi vous attendiez-vous? C'est vrai. Alors, voyons voir. L'univers, du point de vue de l'esprit tridimensionnel, donne l'impression que tout va vers la destruction et la distorsion.
Cependant, du point de vue d'autres dimensions, cette expansion qui semble se détériorer est en réalité l'une des étapes vers un nouvel ordre. La vision humaine s'attend à ce que le verre qui se brise redevienne un verre dans une sorte de retour en arrière dans le temps, alors que pour l'univers, le verre brisé peut redevenir un verre en se recomposant à nouveau dans le futur. C'est vrai, ce sont de simples points de vue qui vous font voir l'univers comme dénué de sens ou plein de sens. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez voir que l'expansion des atomes qui constituent votre corps est la même expansion que celle des étoiles et des galaxies dans l'expansion universelle. Considérez chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie comme vos propres particules subatomiques. Entre elles, il y a 99% d'espace vide. Tout ce que vous voyez dans les cieux représente 1% de l'aspect physique de l'univers en troisième dimension, le reste se déplaçant dans d'autres dimensions. Cette distance est réelle pour la dimension dans laquelle vous vous trouvez, de la même manière que le battement de votre cœur est réel pour vous. L'entropie du cosmos et la syntropie de votre biologie se mélangent lorsque vous observez l'ordre des étoiles et l'existence, tandis que votre corps se détériore avec le temps. Paradoxe. Et cela est dû au fait que vous ne pouvez pas comprendre les mouvements réels en regardant l'univers d'un seul œil depuis la troisième dimension. Vous devez ouvrir tous vos yeux dans toutes les dimensions. C'est ce que certains ont fait. Des extraterrestres? Lorsqu'ils ont réalisé que l'univers fonctionnait de la même manière que leur corps organique et leur microcosme, ils ont reconnu quelque chose de fondamental. Les lois de la physique ne sont qu'une perception structurelle qui permet l'ordre dans la troisième dimension. Mais lorsque vous entrez dans le microcosme, les lois disparaissent, les temps et les espaces se plient, se replient les uns sur les autres, et la distance cesse d'exister, car les électrons qui dansent autour des protons se déplacent si rapidement qu'en se déplaçant dans une direction spécifique, ils peuvent, à leur tour, choisir plusieurs trajectoires en même temps, se téléportant. Donc, ce qu'on voit dans les films est réel. Au moins à plus petite échelle. Au niveau atomique, c'est quelque chose de courant dans les atomes et les particules subatomiques. Grâce à cette capacité, ces particules peuvent à leur tour voyager dans le temps, se projeter dans le futur et revenir dans le passé, car le temps n'est rien d'autre qu'un état de vibration altéré. Plus je vibre haut, plus je me rapproche du futur, plus je suis stable et harmonieux. Plus je suis dans le présent et plus je vibre bas, plus je suis dans le passé. Et en même temps, tu te déplaces dans l'espace. À haute vibration, ta capacité de mouvement et d'expansion est plus grande, de sorte que les particules cessent d'être plusieurs pour n'être en réalité qu'une seule, qui vibre en même temps à différentes fréquences, habitant tous les espaces. Waouh! Attends, comment ça? Nous en parlons tout le temps. Tu l'appelles l'unique, le je suis. Ah, bien sûr. C'est juste que le comprendre en dehors du spirituel est plus compliqué. Tout ce qui existe est un être unique qui vibre si haut qu'il peut choisir de vivre toutes les options. Ainsi, les atomes de ce côté de la galaxie et ceux de l'autre côté peuvent communiquer sans avoir besoin de voyager. Sans avoir besoin de vaisseau. C'est exact. Et c'est la clé que de nombreux extraterrestres ont réussi à découvrir et à contrôler. Depuis la troisième dimension, les lois thermodynamiques, les lois de la physique, empêchent de voir l'unité inévitable des choses. Ils ne peuvent analyser qu'un seul aspect de celle-ci, celui dans lequel tu vis. Mais pour comprendre les autres aspects, tu dois te situer dans ta propre réalité. Bien sûr, cela signifie qu'au niveau interdimensionnel, tout ce qui a été expliqué hier sur les distances, les vitesses de la lumière, les tailles, etc., n'est pas réel, mais cela l'est pour ceux d'entre nous qui percevons ce point de vue cosmique. Tout comme moi, le cœur existe, et pour un électron, le cœur est une illusion. Un hologramme, du grec, l'écriture, ou la lettre du tout. Ceux qui habitent les mondes de plus haute vibration ont découvert que si un atome
peut être à plusieurs endroits à la fois grâce aux lois d'autres dimensions. Peut-être qu'en accédant à ces dimensions, il pourrait également se projeter à différents endroits tout en restant toujours au même endroit. Qu'un corps complet se comporte comme un électron. Et au lieu d'être un individu considéré comme unigramme, un seul aspect ou l'être, devenir un individu projeté dans un hologramme, tous les aspects ou l'être. Pour y parvenir, ils ont dû construire un véhicule capable de faire vibrer tous les atomes à la même vitesse et dans la même direction, c'est-à-dire quelque chose qui contienne le plus grand équilibre possible dans chaque aspect de leur être. Et ils l'ont trouvé? Oui, leur propre Merkaba. Tu te souviens? La structure de deux tétraèdres joints qui forment un hexaèdre cube. Le cube bleu. En Atlantide, nous l'appelions Protecta. Ce cube permettait à tout être d'être équilibré de telle manière au niveau atomique que celle-ci pouvait, par sa seule intention, être projetée pour exister en différents points de l'univers. Imagine que la Terre est un proton et la Lune un électron. Maintenant, fais la même chose avec le Soleil, comme proton et la Terre comme électron. Continue ainsi et tu verras que les systèmes solaires forment des atomes et entre eux des molécules, et que la distance entre les particules est la même à grande échelle qu'à plus petite échelle. C'est ce qu'on illustre souvent avec deux billes sur un terrain de football. Placez une bille au centre du terrain et une autre dans les tribunes, et vous comprendrez la distance réelle entre un proton et un électron, qui est la même échelle que celle utilisée pour montrer la distance entre le Soleil et la Terre, bien que dans ce cas, le Soleil serait illustré par le ballon de football. Et ces distances sont relatives lorsque, au lieu de mesurer l'univers selon les lois de l'espace, vous le mesurez selon les lois du temps. Dans ces lois du temps, chaque particule se trouve elle-même dans toutes les lignes d'expression possibles, ce qui fait qu'elle se trouve toujours dans le temps futur, c'est-à-dire dans celui des probabilités et des potentialités. Elle ne peut pas être une seule chose, elle doit être plusieurs à la fois. Ainsi, la Merkaba n'est pas considérée comme un véhicule à travers la lumière, mais comme un véhicule de lumière, à proprement parler. Au lieu de se déplacer dans l'espace, elle se projette dans les hologrammes du temps. Mais pour y parvenir, les particules doivent être en harmonie et résonner de la même manière. Donc, elles ont besoin de trouver des sources de vibrations similaires pour pouvoir apparaître d'un monde à l'autre. Elles doivent se trouver elles-mêmes. Dans l'univers, cela s'appelle la sixième dimension, où tous les modèles sont identiques mais ordonnés de différentes manières. Dans ce labyrinthe de création, il est essentiel de reconnaître les aspects polarisés afin de trouver les bonnes particules, le positif et le négatif d'une même particule. En créant un trou de verre qui en réalité n'est pas un canal traversant l'espace, mais une particule qui se replie sur elle-même et s'exprime dans un autre temps et un autre espace. Et c'est ainsi que les mondes deviennent interdimensionnels et que certaines planètes sont des mondes parallèles les uns aux autres. Lorsque les êtres intelligents de la galaxie ont commencé à découvrir cette vérité, ils ont tracé une carte stellaire entre les mondes parallèles polarisés, entre lesquels ce type de projection pouvait être réalisé. Et ils ont décidé de voyager vers ceux-ci en construisant des machines qui leur permettraient d'ancrer ces pôles, voyageant entre les mondes. Des pyramides. Géométrie, sphère de Merkaba, adaptée aux matériaux de chaque monde, porte stellaire. On dirait un film. En analysant les reflets de la lumière de chaque monde, ils pouvaient voir les images de ce qui s'y passait. Et en fonction de la distance de chaque planète par rapport à notre Soleil, ils envoyaient le dessin au moment reçu. Donc, les mondes intelligents recevraient toujours ce qui s'est passé dans le passé en fonction de la distance qui les sépare. Ainsi, chacun exprimerait ses moyens de communication et de projection à des moments différents de la Terre. Les mondes, résonnant au même niveau, ont commencé à créer un réseau d'intelligence, une unité de plusieurs espèces de différents mondes qui ont conclu un traité d'équilibre entre les différentes planètes et civilisations, ce que vous appelez ici confédération. Deux cons.
beaucoup ensemble et fédérés, du latin feudus, traité d'interrelation entre plusieurs parties indépendantes. C'est ce que vous appelez la Confédération galactique. Et ce sont eux qui ont commencé à ouvrir les portes stellaires vers la Terre. Lorsque celle-ci a commencé à vibrer en conscience, c'est-à-dire au moment où les humains, les neurones de la planète, ont reconnu le ciel et se sont considérés comme faisant partie de celui-ci, moment où les individus ont dit pour la première fois « je suis » et se sont référés à eux-mêmes. On m'a dit un jour que l'univers est comme une toile d'araignée et que lorsqu'un monde prend conscience, il commence à vibrer. Ce qui fait que les autres mondes qui vibrent de la même manière le reconnaissent et se dirigent vers lui pour tisser davantage de réseaux. C'est le niveau de conscience qui attire les autres par résonance, et ils ne pourront interagir tant que le monde ne résonnera pas avec eux. Tu te souviens de la première fois où cela a commencé? Je n'ai pas tous les souvenirs, mais quelque chose se dessine dans mon esprit. J'ai déjà écrit à ce sujet, et c'était la première fois que j'entendais le nom de la Terre. Angi Lusara. Anglu Saha. Du moins, c'est ainsi que nous l'appelions dans la Confédération. Les planètes sont nommées d'après leur résonance, selon les vibrations de leurs tissus. C'est ainsi que nous pouvions communiquer avec elles. Au moment où j'ai entendu parler de ce monde, il y avait de nombreux conflits dans les secteurs où je vivais. Et la raison pour laquelle ils l'ont nommé ainsi, c'est parce que notre conflit pouvait l'affecter. Cependant, c'est ce même conflit qui a été appelé par la Terre. C'est lui qui permettrait son évolution. À ce moment-là, l'axe nord de la Terre a cessé de pointer vers Polaris, et pendant plus de 6000 ou 8000 ans, il a traversé la vaste constellation de Céphée. Dans la mythologie, Séphé était le roi d'Éthiopie, de la vallée fertile de l'Euphrate en Irak et des hautes terres de Palestine. Sa femme, Cassiopée, fut punie pour sa vanité par la présence d'un monstre, Cétus, qui allait la tuer. Mais un prêtre d'Amon lui dit que la seule façon de survivre serait d'offrir sa fille en sacrifice au monstre, Andromède. Le roi accepta, mais au moment où Cétus s'apprêtait à dévorer Andromède, Persée, le héros des mi-dieux, apparut et la sauva, tuant le monstre avec la tête de Méduse, le pétrifiant. Le roi et la reine furent punis pour leurs péchés de cupidité et de vanité. Cette histoire grecque provient de traditions égyptiennes et raconte l'histoire de ceux qui ont gouverné le monde pendant la domination de cette constellation pendant 8000 ans, il y a environ 20 000 ans. Quand les enfants du ciel sont arrivés sur Terre, Anunnaki, Les premiers à utiliser le portail en contact avec les humains. Céphée a ouvert les yeux de ce monde après son éternel sommeil terrestre, lui a fait voir les étoiles, et la lumière de son intérieur a été vue par tous ceux qui vivent dans les cieux, qui ont répondu à son appel de conscience. Mais comme la Terre traversait une période de domination et de contrôle, ils ont reçu la réponse de ceux qui sont également venus pour les dominer et les contrôler. les fils du ciel, Anunnaki, sont arrivés par le portail de Céphéus et ont stimulé l'évolution de l'humain, en l'éduquant et en le condamnant en même temps. Ils ont régné avec la vanité de Céphéus et Cassiopée, jusqu'à ce que, par la grâce divine, Persée, l'esprit des hommes, Andromède, soit sauvé. Pendant 8000 ans, la constellation de Céphée a dominé la conscience des humains à travers les portails des premiers enfants du ciel, arrivés sur Terre par les portails interstellaires, et leur présence a défini l'avenir de ce monde. Raconte-moi leur histoire afin que je puisse me libérer de leur domination et régner sur ma propre réalité. Es-tu prêt à te souvenir d'où tu viens?